Alors, Madame la sénatrice et Monsieur le sénateur, alors, de l'ouest du département. On est du département. Voilà, et ils ont fait le déplacement sur l'est du 22, puisque nous, on est la dernière commune avant le 35, sur la route de Plortuis. Madame la conseillère départementale, et puis Monsieur le président, donc Hervé Le Serre, président d'ADOT, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis de Beaussais-sur-Mer. Alors tous receveurs, tous donneurs, tous concernés. Ce slogan milite en faveur des dons d'organes et de moelle osseuse. La DOT 22 a initié la plantation d'arbres de vie dans tout le département en hommage aux donneurs d'organes et en remerciement à leurs familles. Donc je remercie M. Hervé Le Serre, président de la DOT 22, et toute son équipe pour leur engagement. Et pour ma part, je suis très sensible à cette cause de santé publique. Et j'ai immédiatement accepté cette proposition. Et j'ai mis en œuvre la logistique nécessaire à la plantation de ce ginkgo biloba dans le parc de la mairie, lieu particulièrement passager au cœur de la ville. Un ginkgo biloba, communément appelé arbre de vie, est l'arbre le plus symbolique pour ennoblir les dons d'organes. C'est l'arbre le plus résistant de la planète, à la longévité exceptionnelle. Il faut savoir que c'est le seul arbre qui a résisté à Hiroshima. Et il est très ornemental, et à l'automne, son feuillage offre un spectacle doré de grande beauté. Sa présence majestueuse aux côtés de la mairie et de la salle des mariages sera du plus bel effet. Cet arbre de vie permettra de rendre hommage aux donneurs d'organes et à leurs familles. Leur geste de grande générosité a permis de soigner de nombreux malades et sauver des vies. Et la société française leur doit la plus grande reconnaissance. La greffe d'organes soulage les malades, mais pas de greffe sans don d'organes. Le don et la greffe d'organes sont intimement liés. Malheureusement, et encore aujourd'hui, le taux de refus de don d'organes en France reste élevé. Pour tenter de remédier à cette situation, l'association France ADOT 22 œuvre auprès de tous les publics pour informer et sensibiliser sur la cause du don d'organes, de tissus humains et de moelle osseuse. C'est dans cet objectif que la plaque commémorative qu'on va découvrir tout de suite et qui est placée au pied de l'arbre de vie interpellera les passants et leur rappelle qu'il est nécessaire de prendre une position favorable pour donner ses organes et le faire savoir à ses proches. Avec cet arbre de vie planté au cœur de Beaussais-sur-Mer, toutes les Beaussaisiennes et Beaussaisiens se sentiront concernés par ce sujet et participeront à leur niveau à faire régresser le taux de refus. Monsieur le Président, je m'engage à poursuivre mon soutien à votre association lors des actions futures et à veiller à la préservation de la plaque et du site. Vive la DOT 22, vive la DOT France, vive Beaussais-sur-Mer. L'écharpe de Beaussais-sur-Mer qui est fabriquée à Beaussais-sur-Mer et qui a été mise en place au moment de notre regroupement des 3 communes, Trégon, Plessis-Balisson et Ploubalay. Voilà, donc pour que vous nous laissez une trace avec l'arbre, mais je vous laisse une trace à la DOT 22 avec mon écharpe Beaussais-sur-Mer. Eh ben, merci à vous. Je l'en mettrai à chaque cérémonie. Ah bah, merci. J'espère que ça fera des élus et que vous aurez beaucoup de communes à postuler pour avoir cette démarche que je trouve très, très belle. Merci à vous, Monsieur le Président. Merci, merci Monsieur le maire. En préambule, quelques éléments quand même sur France ADOT, qui n'est pas toujours connu, et surtout que c'est vrai que dans la région dinanaise, on est moins implanté aujourd'hui, dans la mesure où on est plus à l'ouest du département. Mais ça va venir. France ADOT existe depuis 1969. Son objectif était alors de sensibiliser le public à cette révolution culturelle qui était l'idée même du don d'organes. Aujourd'hui, nous sommes toujours en vie, plus que jamais nécessaire, et la seule fédération centrée sur la sensibilisation du public au don d'organes, de tissus et de moelle osseuse. Dans les Côtes d'Armor, France ADOT 22 a été créée en 1978 sous l'égide des donneurs de sang à l'époque, qui avaient compris que ce serait difficile de sensibiliser le public à cette nouvelle technologie. Notre présence régulière sur le terrain fait que tout naturellement nous sommes connus des édiles locaux qui ne manquent jamais de soutenir nos actions. La greffe d'organes sauve des vies. Une évidence aujourd'hui. Une évidence dont les nombreux greffés ici présents sont un bien bel exemple.
tous venus honorer par leur présence la mémoire de celle ou de celui à qui ils doivent la vie, la mémoire de leur donneur et de ses proches qui ont eu le courage, en plein désarroi, de confirmer la volonté du défunt. Mais tous n'ont pas eu cette chance de recevoir le don salvateur. Ils sont partis avant par manque de greffons. Aujourd'hui en France, alors que la liste d'attente de greffe est d'environ 25 000 par an, le nombre de greffés d'un organe vital stagne. Moins de 5 700 greffes en 2023, 900 personnes décédées avant greffe, un taux de refus jamais atteint jusqu'alors de 36%. Taux de refus, ça veut dire sur 100 personnes qui pourraient être prélevées le jour de leur décès, il y en a 36 qui ne le font pas, soit parce qu'ils l'ont annoncé en amont, mais dans 75% des cas, parce que justement, ils n'ont rien dit. Malgré l'évolution de la loi au 1er janvier 2017, la réalité du don d'organes reste peu connue des Français. La mort encéphalique, sa rareté, les conditions de restitution du corps demandent à expliciter. Il est indispensable d'intensifier l'information du grand public. Tous donneurs, oui, selon la loi, mais ça ne suffit pas. Il faut afficher clairement sa position à ses proches. Et c'est le sens de la carte d'ambassadeur du don d'organes de FranceAdote. Je suis donneur d'organes, je l'ai dit à mes proches. Nos proches doivent connaître notre volonté, nous devons connaître la leur. Les coordinations au prélèvement le confirment. Lorsque le défunt a informé ses proches de sa position sur le don d'organes, ceux-ci respectent sa volonté. Pour favoriser en France l'instauration d'une véritable culture du don, FranceAdote a lancé en 2022 son opération nationale Arbre de vie. Créer ces lieux de mémoire, en partenariat étroit avec les municipalités, c'est honorer les donneurs et leurs familles. C'est contribuer à ce que le don d'organes devienne naturel. Présumer, oui, mais pas seulement, qu'il soit volontariste, basé sur les grands principes d'altruisme, de solidarité, de générosité et de fraternité, qu'il devienne une évidence. À Beaussais-sur-Mer, ce 15 février, ce Ginkgo biloba rappellera à tous les Beaussais que Beaussais aura été la 25e commune costarmoricaine à créer ce lieu de réflexion en hommage aux donneurs et à leurs familles. Merci à Monsieur le maire, Eugène Carreau, et à son conseil municipal de l'avoir compris et d'avoir accepté notre proposition. Merci à Madame Lagarde et au service technique d'y avoir largement contribué. Merci à Mesdames et Messieurs les maires présents. Merci à la presse de diffuser cette information pour une meilleure connaissance du don et de la greffe. Merci aux donneurs de sang, aux établissements scolaires qui nous accueillent. Merci aux représentants nationaux et départementaux de la classe politique. Leur présence aujourd'hui, et là c'est bien aujourd'hui, effectivement, il y en a, montre à quel point notre démarche citoyenne est comprise. C'est une grande marque de soutien au monde associatif et aux infatigables bénévoles de FranceAdote et des associations de patients. Le don d'organes reste quelque chose à part, une réflexion qu'on a toujours envie de remettre à plus tard, une réflexion que nos bénévoles sur le terrain savent provoquer, savent faire cheminer. Et là, j'ajoute, ce n'était pas dans mon discours initial, mais cette semaine, en fait, je crois que c'est jeudi, il y a 2 jours, sont parus les chiffres officiels de la France sur le prélèvement et la greffe d'organes de 2024. Et il y a un chiffre, c'est vrai que c'est un petit peu en augmentation par rapport aux chiffres que je vous ai cités qui datent de 2023. Mais il y a un chiffre sur lequel je tiens absolument à insister, c'est que le taux de refus national est de 36,4% en France, et après il y a une déclinaison par région. Eh bien, le meilleur taux de refus,
c'est 21%, et c'est où d'après vous? Bon, Côte d'Armor, non. En fait, le chiffre de 21% qui est quand même très intéressant, c'est les chiffres de la Bretagne. Et je suis persuadé, intimement persuadé, que les cérémonies que l'on fait, avec la présence d'édiles nationaux, la participation active des municipalités, ils sont pour l'essentiel. Voilà. Alors, il appartiendra ensuite, c'est vrai, à la municipalité, devenue assez naturellement par cette cérémonie d'aujourd'hui ambassadrice du don d'organes. Comment peut-on être mieux ambassadeur du don d'organes que par cette cérémonie d'aujourd'hui? De réfléchir à la possibilité d'aller plus loin en installant aux entrées de la ville quelques panneaux « Ville ambassadrice du don d'organes ». Un message régulièrement adressé à nos concitoyens, aux visiteurs, pour les inciter à réfléchir à ce sujet qui nous concerne tous. Merci à toutes et à tous de votre présence. À Madame Patricia Lemay pour la coordination en prélèvement de Saint-Brieuc. Bonjour à tous. D'abord, je remercie l'invitation à cette célébration. Pour ma part, c'est la première. Ça fait 1 an et demi que je suis dans la coordination. Je vais vous parler un petit peu de notre travail, notre rôle, notre mission au sein de l'unité de coordination de prélèvement d'organes et de tissus. On est une équipe composée de 5 coordinateurs infirmières et 20 médecins. On assure notre activité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre. On est basé sur le centre hospitalier de Saint-Brieuc, mais on intervient également sur les CH de Lannion, Guingamp et Paimpol. Notre rôle, dans un premier temps, est un rôle de formation auprès des professionnels de santé de nos établissements, des élèves étudiants dans le métier de la santé, mais également un rôle de sensibilisation auprès du grand public, qui pour moi est un rôle primordial compte tenu du taux de refus qu'on a sur le manque d'informations probables. Au quotidien, notre rôle en fait c'est d'étudier les dossiers aussi de patients décédés la veille pour faire les prélèvements de cornée qui sont aussi importants que les prélèvements d'organes. Mais notre mission principale en fait est la prise en charge d'un donneur potentiel d'organes et de tissus en mort encéphalique, qui est une mort particulière, comme dit M. Le Serre, peu fréquente. Notre mission commence en fait par l'identification d'un donneur potentiel jusqu'à la restitution du défunt à ses proches. C'est une prise en charge délicate, complexe et souvent longue pour la famille. Nous sommes présents du début à la fin de la procédure. On travaille en collaboration avec différents services, les urgences, la neuro, la réanimation, où se passe toute la prise en charge, la grande partie de la prise en charge du donneur, la radiologie, pour tout ce qui est le pronostic de la mort encéphalique, le body scanner pour vérifier tout le corps et vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication au prélèvement, le bloc opératoire où se fait le prélèvement d'organes et la chambre mortuaire avec qui on a une relation particulière. Et également l'agence de biomédecine qui est notre principal interlocuteur pendant une démarche qui est présent avec nous du recensement du donneur jusqu'à la répartition des greffons. Au niveau national, comme disait M. Le Serre, effectivement, en 2024, il y avait 3156 donneurs potentiels recensés en état de mort encéphalique et 1542 ont pu être prélevés d'au moins un organe. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a quand même un delta où soit il y a eu des contre-indications, soit il y a eu des refus. On note une légère hausse, mais pour autant, on n'a pas retrouvé les chiffres d'avant Covid, en fait. C'est-à-dire que la crise du Covid a été néfaste, ouais, c'est ça. L'âge moyen est d'environ 57 ans. Cet âge augmente régulièrement, en fait, chaque année. Elle est liée au profil des donneurs identifiés, mais également, en fait, avec la prise en charge des greffons, qui est de meilleure qualité aussi, avec des machines à perfuser.
On note une diminution de la traumatologie crânienne, par contre une augmentation du nombre des AVC, qui est la principale cause de la mort encéphalique. Depuis la crise sanitaire, comme disait M. Le Serre, le taux de refus était en 2024 de 36,4. Et c'est vrai que ce taux de refus en fait, s'explique par la méconnaissance de notre activité de prélèvement d'organes auprès du grand public, d'où l'importance du travail de sensibilisation que mènent les associations, mais également nous, de notre côté, sur les soirées de la santé ou même toutes les activités qu'il peut y avoir dans les villes où on essaye d'être présent pour sensibiliser les gens aux dons d'organes et de tissus. Et effectivement, ce taux de refus en fait, est un obstacle en fait, au prélèvement. Et même si la loi dit qu'on est tous donneurs d'organes, sauf si on s'exprimait contre de son vivant, hein, en fait, le mieux, effectivement, c'est de positionner auprès de ses proches, parce qu'en fait, lors d'une démarche, en fait, c'est vrai que la famille est déjà dans un désarroi, et on leur demande, en fait, notre rôle à nous, dans ce moment, en fait, c'est de respecter la volonté du défunt, dans un contexte qui est vraiment très difficile pour eux. Donc notre rôle, en fait, on s'entretient avec les proches pour recueillir le positionnement du défunt. Et c'est vrai que souvent, 80% des Français disent qu'ils ont entendu parler de don d'organes, sauf qu'il n'y a que 20% qui se sont exprimés sur ce qu'ils souhaitent. Et en fait, nous, on leur demande, en fait, dans un moment déjà très difficile, qu'est-ce que votre proche aurait souhaité faire. Donc en fait, on leur demande de prendre une décision que si la personne s'était exprimée en amont, en fait, ça aurait facilité la décision, et surtout ça leur aurait évité d'alourdir la lourdeur en fait dans ce moment difficile. L'acte de prélèvement d'organes en lui-même, en fait toute la procédure se passe donc en réanimation, et l'acte de prélèvement se fait au bloc opératoire par des équipes qui en ont l'expertise. Il y a un respect du défunt jusqu'au bout, et cette intervention est réalisée comme toute autre intervention de bloc opératoire. Les proches peuvent retrouver leur défunt juste après cet acte de générosité et se recueillir auprès de lui. L'intégrité du corps est respectée, il n'y a absolument aucune atteinte à l'image corporelle, et nous, en tant que coordinatrices, nous sommes garants de cela. Donc le don d'organes est un acte de générosité, solidarité, qui mobilise une multitude d'acteurs tout au long d'une chaîne. Comme disait M. Le Serre et M. le maire, il n'y a pas de greffe sans prélèvement d'organes. Ce travail peut être facilité si on se positionne de notre vivant. Et se positionner de son vivant évite à la famille de prendre une décision dans des moments très difficiles, et facilite également le travail des acteurs de la chaîne de prélèvement. Pour finir, un énorme merci aux donneurs et à leurs proches. Des événements tels que celui d'aujourd'hui permettent de leur rendre hommage. Merci à tous. Et là, je vais inviter Sylvie à venir nous faire part de son témoignage de famille de donneurs. Bonjour à tous. Alors, le 27 octobre 92, notre fils Cyril, 16 ans, est parti faire un tour avec ses copains en mobilette. Malheureusement, il a rencontré un agriculteur sur son tracteur avec un engin à l'arrière. Résultat, l'accident. Très grave. Ça va aller. Il a fait un soleil, c'est-à-dire qu'il est retombé sur la tête. Et malgré son casque, le cerveau a bougé. Transporté à l'hôpital de Guingamp, puis Saint-Brieuc, on nous a expliqué après tous les examens, comme l'a expliqué madame, on a été très bien avec nous, on a été très bien entourés. On nous a expliqué après les examens que notre fils est cliniquement mort, donc il est mort. Sur la lancée, on nous fait la demande du don de ses organes. C'est violent. Aucun parent n'est prêt. Pour moi, c'était non. Je ne voulais plus qu'on le touche. Après réflexion, nous avons décidé de le faire. C'est mon mari qui m'a convaincue. Nous avions un ami, Rémi, qui a attendu un cœur vainement. Et il est décédé quelque temps avant tout ça. Mon mari est mort 2 ans plus tard. Maintenant, 32 ans plus tard, je suis contente de l'avoir fait. J'arrive à en parler. J'ai appris plus tard qu'il a sauvé 3 personnes greffées du foie et des reins. Merci.
Merci. Alors, de l'autre côté de la barrière, en quelque sorte, il est important aussi d'avoir des témoignages de personnes qui ont été greffées, qui vous permettent de visualiser un petit peu, faire la relation entre donneur et receveur. Merci à Delphine d'intervenir. Vous allez voir, son témoignage est très poignant. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc je suis ici pour vous raconter mon histoire, ma merveilleuse histoire, comme quoi il est tout à fait possible de naître avec une maladie génétique et de vivre à peu près normalement. En effet, je m'appelle Delphine, je suis née en juin 77 à Saint-Brieuc et à l'âge de 7 mois, le verdict tombe, je suis atteinte de mucoviscidose. Mes parents sont désemparés. Les rendez-vous médicaux s'enchaînent afin de comprendre le pourquoi du comment. Et oui, je suis régulièrement enrhumée et ce qui étonne, c'est ma toux qui est grasse, caractéristique de la mucoviscidose. Tant bien que mal, mon enfance est très agréable, entourée de mes parents et de mon petit frère qui est arrivé 13 mois après ma naissance. La période de l'adolescence est plus chaotique car le mucus qui entoure mes poumons est de plus en plus présent et de plus en plus difficile à cracher, à évacuer, malgré 2 séances de kinésithérapie respiratoire par jour. Donc la décision est prise, les antibiotiques par voie orale ne sont plus assez actifs. Je dois suivre des cures d'antibiothérapie par voie veineuse. Je suis ainsi hospitalisée très régulièrement, soit 3 fois par an, sur des périodes de 2 à 3 semaines. Ces cures me libèrent de ce mucus, mais mon état respiratoire empire. Je n'ai plus que 25% de capacité respiratoire, ce qui est peu. Quoi faire? Rester ainsi et perdre encore de la capacité respiratoire? Un médecin me parle un jour d'une autre éventualité, celle de la greffe pulmonaire. Je pose des tas de questions car cette possibilité m'intéresse, même s'il y a des risques comme toute opération chirurgicale. Je me rends donc à Nantes pendant une semaine pour faire un bilan pré-greffe. Je réalise de nombreux examens médicaux afin que mon corps, mon sang, mes organes soient connus, répertoriés par l'hôpital de Nantes. Là-bas, je rencontre Marilyn, atteinte de mucoviscidose, qui est greffée également des 2 poumons depuis 5 ans. Une belle rencontre qui me permet de voir la réussite d'une greffe sur une personne atteinte de mucoviscidose et de prendre conscience aussi des côtés moins agréables liés à la greffe, comme les effets secondaires. Marilyn me questionne sur ce que je pense du donneur, de sa famille, qu'est-ce que cela me ferait de vivre avec des poumons d'une autre personne, et surtout d'une personne décédée. Je réponds très volontiers à la question, ma position est claire. Les médecins me trouvent en forme et psychologiquement prête. Maintenant, il faut attendre le coup de fil. Un an s'écoule, je vis ma vie normalement en suivant mes cours à la fac. Je continue les séances de kinésithérapie respiratoire quotidiennement et j'enchaîne les cures d'antibiotiques. Et en mai 2003, le coup de fil de Nantes arrive à 17h avec au bout du fil le médecin qui me dit « Nous avons un greffon de 2 poumons pour vous si vous le voulez bien. Par contre, il faut venir dans les 2 heures à Nantes. » Je réponds spontanément « J'arrive ». J'arrive à l'hôpital de nuit de Nantes, je suis vite prise en charge dans une chambre. Les médecins me réexpliquent les risques, les bénéfices d'une greffe pour moi, les semaines à passer en soins. Aucun souci, je suis prête. L'opération a duré 9 heures. Les 2 poumons ont redémarré aussitôt après leur greffe. Une semaine de réanimation, 3 semaines passées à l'unité de transplantation thoracique de l'hôpital de Nantes et me voilà sortant début juin 2003. Je suis ravie. Et l'été 2003 a été très chaud. Souvenez-vous, c'était la canicule. J'ai fait ma rééducation en faisant de grandes marches tous les jours. J'ai savouré pouvoir marcher sans devoir m'arrêter sans cesse pour reprendre mon souffle. J'ai aussi apprécié ne pas souffrir de la chaleur, ne pas me sentir étouffée par la chaleur écrasante. Un pur bonheur de pouvoir faire des petites choses du quotidien sans difficulté. Et puis, mon histoire ne s'arrête pas là. J'enchaîne alors 8 années sans aucune difficulté, aucun rejet. Mon corps accepte, avec l'aide de prise tous les jours d'anti-rejet, mes nouveaux poumons. Puis mes reins, à force de filtrer les déchets liés à la prise d'anti-rejet, puis aux cures par intraveineuse vécues, mes reins sont épuisés et s'arrêtent de fonctionner. Me voilà mise sous dialyse en urgence 3 fois par semaine, pendant 4 heures et à chaque fois, ce qui fait 12 heures de dialyse par semaine. La dialyse est une superbe solution, mais celle-ci impose un certain rythme
et une fatigue supplémentaire. Je continue malgré tout mon travail qui est pour moi essentiel. Et un jour, lors d'un repas de famille, un cousin évoque qu'il serait prêt à me faire don d'un rein. Je le remercie et lui demande de discuter avec sa femme, ses enfants de ce choix, car celui-ci n'est pas anodin. Quelques mois plus tard, mes parents et mon frère m'expriment à leur tour leur volonté de faire quelque chose pour moi, de me faire don d'un rein. Mes parents sont vite écartés car ils ont chacun des soucis de santé, puis il y a mon frère, Guillaume, qui est en pleine forme. À ce moment-là, mon frère me dit « Je veux bien faire les examens médicaux nécessaires pour voir si je suis compatible avec toi, mais on ne parle pas de greffe tout de suite. On prend les résultats des examens les uns après les autres. On ne se met aucune pression par rapport au résultat final. Il fait de nombreux examens de son côté, je l'accompagne à chaque examen médical, c'est mon devoir. Je fais aussi des tas d'examens de mon côté. Cela dure 1 an, toute l'année 2013. Le résultat tombe, nous sommes compatibles, même très compatibles. Car sur 9 éléments pouvant être en commun, nous en avons 8. Nous sommes très contents. La date est posée, le don de la part de mon frère et ma greffe aura lieu le 12 décembre 2013. L'opération a lieu à Nantes, car l'équipe qui me suit pour la greffe pulmonaire impose que la greffe rénale ait lieu au CHU de Nantes. On prévient la famille afin que nos parents soient bien entourés pendant que leurs enfants sont hospitalisés. Mon mari Eric est avec eux. Tout se passe au mieux, 4 jours d'hospitalisation pour Guillaume, 6 pour moi, un petit bonheur pour moi, un peu de stress et de fatigue pour mon frère. Aujourd'hui, Guillaume a retrouvé son rythme de vie d'avant l'opération. Une belle expérience partagée pour nous deux, la découverte pour mon frère d'un milieu médical qui ne se connaissait peu, et une belle réussite et une fierté pour notre famille. La différence majeure entre ma greffe des poumons est que je peux exprimer ma gratitude à mon frère dès que j'en ressens le besoin, tous les jours si je veux. Ces 2 greffes me permettent de vivre une vie simple aujourd'hui avec quelques contraintes liées à mon suivi médical. Elles me permettent de travailler et surtout, et cela est ma 3e victoire, de voir grandir notre fille Inès, que nous avons adoptée. Et qui est arrivée en juillet 2021, et qui a aujourd'hui 6 ans et demi. Alors, comme je dis très souvent, la vie est belle, voire très belle, et pourvu que cela dure longtemps. Pour conclure, faire don d'un organe est un geste tellement généreux que l'on soit décédé ou vivant. Dire merci à un donneur vivant est très simple, mais remercier les donneurs décédés ainsi que leurs familles pour leurs choix et leurs décisions est plus difficile, plus compliqué, car le geste reste, dans ce cas, anonyme. Alors je trouve intéressante l'idée, et j'adhère à celle-ci, afin de pouvoir créer un lieu leur rendant hommage, et notamment dans un lieu public, avec un accès total, libre, et où il est possible de se recueillir. Bravo à France Adopte 22 et à la mairie de Beaussais-sur-Mer pour l'acceptation et la concrétisation de ce projet aujourd'hui. Merci. Alors maintenant, en fait, je vais donner la parole à Marion Le Poulichet, qui est la présidente de France Rhin 22. France Rhin 22, une association de patients sur le département des Côtes-d'Armor. Merci Hervé. Donc c'est pas anodin, aujourd'hui je suis assez fière d'être ici parce que, alors là je parle de moi, rien à voir avec le don d'organe, mais mon grand-père était habitant de Plessis-Balisson, donc Beaussais-sur-Mer, n'est-ce pas ? Et puis il est très fier que Beaussais-sur-Mer puisse rendre hommage aux donneurs d'organes, parce que je suis moi-même greffée. Et voilà, il m'a beaucoup appris sur l'histoire et l'importance des symboles, donc je suis très fière d'être ici aujourd'hui. En effet, chaque commune est concernée, chaque famille de près ou de loin, quel que soit l'âge ou la condition sociale. C'est pour ça que c'est important que les communes puissent aussi montrer ce geste, et on est très fiers. Près de 10% de la population est concernée par une maladie rénale. Plus de 10 000 greffes de reins ont été réalisées à ce jour. Donc c'est non négligeable. La greffe de rein, ça marche
plus ou moins. Il y a quelques difficultés, hein, comme il y a des personnes ici. On fête des anniversaires de plus de 30 ans de greffe à l'association maintenant, donc on peut dire qu'on a bon espoir que ça continue. Le greffon rénal, c'est un greffon qui se conserve plutôt bien par rapport à d'autres greffons, donc on sait que la chance de réussite est favorable si on peut greffer le plus tôt possible. On peut également prélever un donneur du vivant, et si c'est pas possible, il y a incompatibilité, il y a des dons croisés maintenant, c'est en augmentation. Et on peut aussi, une personne en mort encéphalique peut sauver près de 7 personnes, dont 2 personnes en insuffisance rénale, donc c'est très important pour nous. La greffe de rein, c'est près de 60% des greffes réalisées. Forcément, l'espérance et la qualité de vie est incomparable par rapport à la dialyse. Malheureusement, 11 500 personnes arrivent chaque jour en dialyse, dont un tiers en urgence, sans avoir été réellement suivies. En effet, la maladie rénale est silencieuse, on ne peut pas la connaître ni la stopper si on n'est pas dépisté. La préconisation est un dépistage par an. C'est rapide, simple. Et le 13 mars à Dinan, on fait des dépistages gratuits et anonymes au sein du centre hospitalier. Donc je vous invite, et j'invite toutes les communes qui veulent nous inviter à faire des dépistages gratuits également. J'en profite aussi pour remercier les professionnels de santé qui prennent soin de nous à toutes les étapes. Merci également à toute la chaîne de vie, et particulièrement la famille en deuil qui porte le message de son proche. Nous démontrons ici plus que jamais comment la solidarité est d'une force incomparable. Merci. On a la chance d'avoir aujourd'hui Madame la sénatrice et Monsieur le sénateur. Écoutez, si vous voulez dire quelques mots, arrangez-vous, ou alors tous les deux, ou chacun votre tour. Hein. D'accord. Merci, Monsieur le maire, pour votre invitation. Merci, Monsieur le président de l'association. Merci à tous les représentants des familles donneurs, les donneurs et les receveurs. Et c'est vrai que c'est un moment toujours particulier. On en fait régulièrement pour justement passer le message, parce qu'on voit bien que c'est un problème de communication. Et c'est vrai, quand on est sénateur, Gérard, moi sénatrice, c'est difficile d'intervenir quand, après ces témoignages et ces informations qui ont pu nous être données. Et pourtant, c'est très important pour nous d'être présents. Nous sommes représentants des collectivités territoriales, mais nous sommes aussi les représentants de chacun d'entre vous pour que tout ça puisse tout simplement se faire. On fait évoluer la réglementation, la législation pour que les choses soient plus simples pour les familles, mais aussi pour le corps médical qui accompagne, pour les associations. Et puis, nous sommes aussi vos représentants pour ce qui nous concerne au Sénat, pour permettre financièrement, parce que derrière aussi, tous ces témoignages que vous avez pu donner, il faut que tout ça puisse se faire. Donc ça veut dire qu'il faut que l'hôpital ait les moyens d'agir, que les professionnels de santé puissent être formés. C'est vraiment une chaîne de vie, comme vous l'avez dit, et puis pour aboutir à ce résultat dont vous avez pu témoigner, il faut que chaque maillon puisse se tenir et aboutir à ce résultat que nous souhaitons tous. Moi j'interviens et j'ai pris la parole plutôt que Gérard parce que je suis membre de la commission des affaires sociales au Sénat et on suit toutes les questions de santé, l'hôpital et en particulier en ce moment le projet de financement de sécurité sociale. Et on sait que vous avez parlé, Madame, de l'agence de biomédecine, par exemple, qui est l'agence qui coordonne
tous les moyens pour que les greffons, les équipes médicales soient formées, que voilà. Donc, mais nous devons nous battre quand nous sommes élus nationaux auprès des élus, représentant les élus locaux que vous êtes tous les deux, Madame la conseillère départementale et Monsieur le maire, au nom de la population pour faire en sorte que les moyens soient donnés à ces établissements. L'agence de biomédecine, qui a des difficultés financières à suivre, hein, et le chemin est long, et on sait que s'il n'y a pas ces moyens, eh bien, les témoignages dont vous nous avez fait part ne peuvent pas être. Donc, c'est une responsabilité quand on vient un samedi matin, comme aujourd'hui ici, et comme on l'a fait dans plusieurs autres communes, eh bien, c'est aussi fort de ces témoignages que dont vous nous avez fait part, qui alimente nos arguments et qui nous pousse à dire c'est pas seulement des chiffres sur un tableau, c'est pas seulement des mots, mais ce sont vraiment derrière des gens qui donnent, qui font que le mot solidarité, ça a été donné, mais le mot fraternité aussi, dans notre Constitution, ça a vraiment un sens. Et je dirais, parmi les freins au don, il en est un, donc on a dit 36%, il faut savoir que c'est en augmentation, le nombre de refus. Alors, la loi, en 2016, moi j'étais parlementaire à l'époque, je l'ai voté, c'était un collègue Gérard Bapt qui l'avait proposé. Jusque 2016, il fallait, chacun d'entre nous, avant de pouvoir donner, devait dire qu'il était donneur. Aujourd'hui, c'est inversé. Donc, par défaut, nous sommes tous donneurs. Sauf que le corps médical et le respect aussi des personnes font que les dons ne sont faits que s'il y a accord de la famille. Donc, c'est pour ça que des journées comme celle-ci sont aussi importantes, parce qu'il faut vraiment dire à vos proches, dire de dire que vous êtes donneur pour que la question ne se pose pas. Parce que les situations sont tellement douloureuses, ce sont des moments tellement douloureux qu'on ne peut pas encore rajouter ça. Donc il faut vraiment, entre guillemets, mettre de côté ce sujet et dire avant, dans la vie de tous les jours, en parler comme on en fait aujourd'hui, et comme tous les passants qui passeront devant l'arbre passeront, il faut impérativement le dire pour faciliter les choses. Et puis je disais, donc parmi le sens du don, il faut savoir que parmi les freins, il y a le fait que les gens qui disent je ne donne pas parce que c'est toujours les mêmes qui bénéficient, sont les privilégiés. Peut-être pas du tout, ce sont les équipes médicales qui sont à la manœuvre sur le plan technique. Et le mot égalité dans notre Constitution, c'est aussi un mot fort. Chacun en fonction des diagnostics, côté donneur ou côté receveur, eh bien, nous sommes tous égaux, et c'est aussi un élément fort que je souhaitais porter. Et puis avec Gérard, dans nos missions, on est mobilisé plus pour accompagner tous ceux qui veulent communiquer. Et il y a 44 communes maintenant, je crois, en Côte d'Armor. Il y en a un petit peu moins parce qu'il y a eu quelques regroupements à votre image. Et vous avez noté 25 communes en Côte d'Armor qui ont fait ce geste de solidarité, de fraternité. Donc il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, et vraiment merci à tous pour vos témoignages, parce que c'est toujours très prenant et très émouvant. Et puis merci beaucoup à tous les professionnels de santé, l'association, enfin tous ceux qui œuvrent au quotidien pour que le taux de refus diminue, et qu'on soit vraiment que ceux qui en ont besoin puissent pouvoir bénéficier. Merci à vous.
Alors c'est vrai qu'il y a 300, ouais, je crois qu'il y en a 350 communes, 348 ou 349, mais en fait dans quelques temps, nous allons atteindre les 10%. Et je pense qu'une fois qu'on aura atteint les 10%, je compte sur le soutien des conseillers départementaux, parce que je compte bien demander à Monsieur le Président du Conseil départemental de faire un geste aussi au niveau du département, et pourquoi les Côtes d'Armor ne deviendraient pas le premier département ambassadeur du don d'organes. Voilà, donc nous allons aller dans le parc, au pied donc, de l'arbre de vie, hein, pour découvrir la plaque. C'est bon? C'est super. Allez. Parfait. Et voilà. Ouais. Super. Alors maintenant, si on... Allez, hop, voilà. Ils savent travailler. Présenter le dernier coup.